Nouvelle édition de Décryptation Néo Info. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington ce lundi pour rencontrer le président américain Donald Trump qui a dit espérer un accord cette semaine entre Israël et le Hamas pour une libération d'otages dans la bande de Gaza. Pour rappel, des négociations indirectes entre Israël et le mouvement palestinien ont commencé déjà dimanche soir à Doha en vue d'un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages et de prisonniers. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. D'abord, selon vous, quelles sont les principales motivations de cette visite de Benjamin Netanyahou à Washington? Certainement, il y aura au moins deux motivations. La première motivation, ça sera de faire le point sur la guerre qui a été imposée à l'Iran et qui s'est arrêtée tout comme elle a commencé. La deuxième chose, il y a Gaza qui actuellement crée des problèmes à Netanyahou, à Israël de façon générale, qui pose problème également à Trump qui est dérangé parce que si vous regardez aujourd'hui, même les médias qui traditionnellement soutenaient Israël dans son combat contre le Hamas, quand vous voyez les écrits, aujourd'hui on parle de massacre au moins, voire même on parle de génocide au niveau de Gaza et ça dérange d'un point de vue diplomatique. Vous avez les organisations humanitaires, il y a 200 ONG qui ont signé un document commun pour remettre en cause la soi-disant opération humanitaire des Américains et des Israéliens, etc. Donc Trump a besoin de reprendre le devant et d'avoir cette image qu'il essaie de donner, qu'il n'a pas actuellement dans sa relation avec Israël pour ce qui concerne Gaza en particulier. Et de nouvelles frappes israéliennes ont tué au moins 82 Palestiniens dimanche et fait au moins 9 autres morts pendant la nuit de dimanche à ce lundi matin. Dans ce contexte, comment évaluez-vous la probabilité qu'un accord soit conclu donc cette semaine entre Israël et Hamas, comme l'espère l'Américain Donald Trump? La probabilité est importante pour deux raisons. La première raison, les Palestiniens en ont besoin. La souffrance est arrivée à son paroxysme aujourd'hui pour les populations palestiniennes. Le Hamas également, en tant que regroupement, en a besoin pour se réorganiser parce que même si le mouvement n'a pas été, comme veut le faire croire Netanyahou, détruit, le mouvement est là, mais il n'a plus cette liberté de pouvoir s'organiser. Netanyahou également en a besoin parce que vous avez vu la pression à l'intérieur d'Israël. Les gens réclament la libération des otages, les gens réclament la fin de la guerre et ça continue à mobiliser les populations. Ça fait 21 mois que les gens se mobilisent dans ce sens-là. Donc de ce côté-là, chacun en a besoin. Il y a un autre élément qui est là, qui concerne toujours cette question. Au-delà d'Israël et de Gaza et de la Palestine, Trump qui est là, qui veut se montrer comme celui qui organise le monde, celui qui va dans la bonne direction, va également ici essayer de faire pression. Parce qu'il s'agira de cela surtout. Faire pression sur Netanyahou, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a eu un accord, il y a eu un cessez-le-feu, il y a eu échange de prisonniers, arrivé à la troisième étape. C'est Netanyahou qui a violé les accords en attaquant un nouveau. Alors que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire la négociation pour la libération des derniers otages. Trump avait donné ça comme engagement pendant la campagne électorale. On ne peut plus dire qu'il vient d'arriver. Il a fait pratiquement 6 mois au niveau de la présidence des États-Unis. Et quel est le rôle exact des États-Unis dans ces négociations? Est-ce que je pourrais dire quel est le rôle exact? Vous avez j'ai du mal à les appeler médiateurs parce que le parti pris des Américains pour Israël ne fait l'objet d'aucun doute. D'ailleurs, même quand Trump parle, on se demande parfois est-ce qu'il a demandé l'avis de ses conseillers, parce qu'il se présente en médiateur et il menace les Palestiniens. Ça pose problème en termes de médiation quand on parle de la sorte. Mais c'est lui qui peut faire pression sur Netanyahou. Et la pression sur Netanyahou donne automatiquement un résultat. D'ailleurs, le premier accord qui avait été signé a été signé avec cette pression de Trump sur Netanyahou. Ce qui est sûr, avec cet accord-là, c'est la même chose. Si Trump veut que ça s'arrête, dès demain, ça va s'arrêter. Parce qu'il suffit de faire pression sur Netanyahou, un accord va être signé, parce que ce que les Palestiniens demandent, ce n'est pas grand-chose. Ils demandent à Israël de quitter leur terre. C'est très clair pour eux. On ne va pas signer un accord et puis les gens là restent sur leur territoire. Ça reste encore un territoire occupé en ce moment. Ils veulent que les Israéliens quittent Gaza. Ils veulent que la
porte de Rafah, le corridor de Philadelphie soit ouvert à nouveau. Ils veulent que l'aide humanitaire puisse rentrer, etc. Et c'est les mêmes éléments qui étaient contenus dans l'accord qui a été violé par Israël. Ce sont les mêmes éléments qui vont revenir. Il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Un autre acteur également impliqué dans les négociations, il y a le Qatar. Oui, puisque en fait, ce que les États-Unis font, c'est plutôt cette pression sur Israël. Maintenant, au niveau du Qatar, il y a une négociation depuis dimanche, d'ailleurs, ça a commencé depuis hier, entre Israël et le Hamas, mais indirectement. Puisque c'est le Qatar qui sert d'intermédiaire. Quand les Américains font les propositions, c'est par là-bas que ça passe. Et c'est par là-bas où on s'assoit, on accepte l'accord, ou bien on revoit le texte de l'accord en remettant en cause un certain nombre de points, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Actuellement, c'est du côté israélien qu'il y a problème parce qu'il y a une proposition qui est faite par les États-Unis, qui est bien sûr une proposition, j'allais dire, adoubée par Israël. Les Palestiniens demandent à ce que la proposition soit retoquée, ce que Netanyahou refuse pour le moment, alors que dans une négociation, tu ne peux pas venir dire aux gens, voilà le papier, signé, un point, un trait. Et donc cette rencontre entre Netanyahou et Trump, c'est ce lundi, à l'heure peut-être nous enregistrons cette émission, ce lundi, la rencontre n'a pas encore eu lieu, décalage horaire, il faut en tenir compte, mais tout de même, quels sont les enjeux pour le Premier ministre israélien? Est-ce qu'il est venu également avec l'intention de pouvoir conclure un accord avec Trump? Il a besoin d'un accord actuellement parce que Netanyahou est sous une forte contestation aujourd'hui chez lui. La guerre contre l'Iran a été un échec cuisant pour Israël. Puisque Israël a caché ses destructions, Israël a caché ses morts, mais les Israéliens n'ont pas compris parce que pour eux, au départ, comme d'habitude, on a toujours l'impression que nous, on déclenche la guerre, nous, on gagne la guerre, on les bombarde avec 200 avions, facilement rien ne va se passer. Mais les missiles hypersoniques de l'Iran ont fait des dégâts extraordinaires au niveau d'Israël. Et ça, les populations considèrent que c'est la responsabilité de Netanyahou, c'est lui qui a déclenché la guerre et celui qui n'a pas été capable également de protéger les populations. Il a un autre conflit actuellement avec certains de ses partisans pour ce qui concerne l'engagement militaire des orthodoxes qui ne veulent pas du tout que les jeunes qui sont là-bas fassent le service militaire. Il n'a pas résolu ce conflit. Mais il y a un autre conflit avec des Israéliens qui ne veulent plus de la guerre, pas seulement de la question des otages, mais qui ne veulent plus de la guerre avec la Palestine, qui veulent un État palestinien en bonne et due forme pour que les gens vivent en paix une bonne fois pour toutes. Mais ça veut dire que la doctrine Netanyahou n'est pas la doctrine d'Israël. Parce que ça aussi, il est important de le dire. Derrière Netanyahou, vous n'avez pas tous les Israéliens qui sont alignés. D'ailleurs, il est là avec des procès qui l'attendent. Il est là à déclencher les guerres à chaque fois qu'on risque de le faire tomber au niveau du Parlement. Il est en train de jouer sa propre survie dans des enjeux où, quand il parle, on a l'impression qu'il veut libérer les otages, on a l'impression qu'il veut défendre cette partie du monde pour que l'Iran ne puisse pas avoir l'arme nucléaire. Mais en fait, dans tout ce qu'il fait, il y a un agenda secret qui concerne sa propre personne et le fait qu'il puisse rester Premier ministre au niveau d'Israël, parce qu'actuellement, c'est la seule chose qui l'empêche d'aller vers des procès qui sont nombreux et tout le monde est d'accord que si ces procès ont lieu, c'est la case prison obligatoirement. Tu as vu le contexte régional quand Donald Trump parle de pouvoir conclure cette semaine donc un accord. Est-ce que cela, pour vous, paraît réaliste? Mais dans le contexte régional, Trump a intérêt à ce qu'il y ait un accord. N'oubliez pas que dans son premier mandat, Trump avait initié ce qu'il avait appelé les accords d'Abraham pour amener un certain nombre de pays arabes à renouer avec Israël. Il y a l'Arabie saoudite qui faisait de la résistance à l'époque. Aujourd'hui, si l'Arabie saoudite est l'Arabie saoudite doit refuser catégoriquement de rentrer dans les accords d'Abraham tant qu'un État palestinien en bonne et due forme n'est pas créé. Mais ça devient un échec pour Trump et pour les États-Unis en ce moment. Parce que l'Arabie saoudite est un de leurs partenaires. Et pas des moindres dans la zone. Les autres pays qui sont là-bas également, qui sont des partenaires des Américains, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, ont à l'intérieur de leur pays des populations qui sont à 100% pour les Palestiniens. Ce qu'on ne dit pas souvent, dans cette même zone, vous avez beaucoup de populations chiites dans les monarchies sunnites. Et ces populations chiites sont plutôt pour l'Iran, avec ce qui vient de se passer comme guerre,
contre Israël. Donc ceux-là ont également besoin que le Moyen-Orient se retrouve dans une autre situation que cette situation de déstabilisation qui, à un certain moment dans cette guerre Iran-Israël, tout le monde se posait la question jusqu'où ça va pouvoir aller. Donc tous ces gens-là, qui sont des alliés des Américains, si Trump veut que ces accords d'Abraham marchent, il est obligé également, un temps soit peu, de tenir compte de l'avis de ces Émirats, comme on les appelle, ces royautés au niveau du Golfe. Et s'il ne le fait pas, ces gens risquent de lâcher cet accord d'Abraham, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces populations réclament carrément, non plus des accords d'Abraham, mais une rupture en bonne et due forme avec Israël. Et en tout cas, la volonté, en tout cas, de parvenir à un accord se fait ressentir de part et d'autre, mais quels peuvent être donc les obstacles possibles? Mais les obstacles vont être dans les clauses. C'est là-bas où il y aura problème, parce que Netanyahou fait une guerre depuis 21 ans, 21 mois plutôt. Tenons compte des concessions qu'il faut en faire. Il fait une guerre depuis 21 mois. C'est déjà un échec. Parce que tout ce qu'on nous a dit sur l'armée israélienne, Pegasus, les avions de guerre, les F-35, ils ne sont pas en guerre contre un pays. Ce n'est pas la Palestine, c'est Gaza. Ils ne sont pas en guerre contre une armée. Ils sont en guerre contre le Hamas. Et ils n'ont pas vaincu le Hamas jusqu'à présent. Donc même pour Netanyahou, c'est un problème. Il faut arrêter cette affaire-là parce que la longueur de la guerre est déjà une forme d'humiliation pour l'armée israélienne, d'autant que les Israéliens tombent. Ce ne sont pas seulement les Palestiniens qui tombent. Les Israéliens tombent, même s'ils ne communiquent pas là-dessus. Il y a à peu près 700 soldats israéliens qui ont été tués pendant ces 21 mois-là. Ça également, c'est un élément qui pose problème à Netanyahou. Maintenant, c'est au niveau des critères qu'il y aura des difficultés. Netanyahou veut surtout libérer les otages. Le Hamas veut une solution définitive. Le Hamas n'est pas partisan d'une trêve de quelque temps qu'on utilise pour libérer les esclaves. Le Hamas veut une solution définitive qui aboutit à la création d'un État palestinien. Donc les deux approches ne sont pas du tout les mêmes. À chaque fois qu'il y a une négociation, c'est là-bas d'abord qu'il y a la difficulté. Parce qu'Israël veut une trêve pour récupérer ses otages et éventuellement se dire, bon, j'ai plus d'otages à Gaza, je peux tout raser parce que je ne risque absolument rien par rapport à la vie d'Israéliens qui sont maintenus par le Hamas. Ce n'est pas pour rien également qu'à chaque fois qu'il y a une négociation, le Hamas n'accepte jamais de libérer la totalité des esclaves comme Israël le demande parfois. Il les libère au compte-gouttes pour que les autres conditions qui sont dans la négociation soient respectées. Et parmi ces conditions, bien sûr, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a le couloir de Philadelphie, puisque c'est par là que les Palestiniens se sont toujours ravitaillés à travers l'Égypte par la porte de Rafah. Israël a voulu rester là-bas pour des questions de sécurité, mais ce n'est pas des questions de sécurité, c'est pour bloquer le ravitaillement des Palestiniens. C'est sur la question justement de libération des otages, en quoi une éventuelle libération d'otages peut influencer sur la dynamique militaire, voire même diplomatique dans la bande de Gaza? En fait, dans cette guerre, au départ, ce que Netanyahou disait, c'était qu'il faisait une guerre pour libérer les otages. Dans ça, il a eu le soutien des Israéliens. Ensuite, on a tourné vers une guerre pour la destruction du Hamas. Après, quand Trump est venu avec sa proposition saugrenue qui demande aux Palestiniens d'aller en Jordanie, d'aller en Égypte, et il va organiser là-bas des hôtels, des palaces et des je ne sais pas quoi à la place des populations palestiniennes, Netanyahou s'est mis également dedans. En fait, quand on cherche aujourd'hui l'objectif, qu'est-ce que Netanyahou cherche? Est-ce que c'est simplement la libération des otages? Pour ça, on n'a pas besoin de la guerre. Parce que le Hamas est clair là-dessus. Ils sont prêts à un échange entre les otages israéliens et les otages palestiniens. Parce qu'ils parlent également d'otages, puisque c'est des gens qu'Israël a attrapés. Tout comme les Palestiniens ont attrapé les Israéliens. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a eu absolument rien. Et c'est des milliers qui se trouvent du côté israélien et on les oublie en parlant seulement de ces 251 otages qui avaient été pris, dont il ne reste actuellement que une cinquantaine à peu près, dont 27 seraient déjà décédés. Donc des deux côtés, il y a des otages. Et des deux côtés, on est prêt à les échanger. La résistance se trouve plutôt du côté israélien que du côté palestinien. Et quel impact les négociations donc, de ce lundi pourraient-elles avoir sur la suite des événements? Mais si la pression de Trump marche, effectivement, la déclaration de Trump va être une réalité.
on va voir un nouvel accord. Le problème maintenant, c'est quel accord? Parce qu'on part actuellement sur un cessez-le-feu de 60 jours. Ça revient à la proposition israélienne, comme je disais tout le temps, où on arrête la guerre pendant un temps, qui est différente de la proposition de Hamas, qui veut qu'on aille vers une résolution définitive de ce conflit. Et tout le monde le sait, on ne va jamais résoudre définitivement ce conflit tant qu'on n'aura pas créé un État palestinien en bonne et due forme. Et pour le Hamas, c'est également le minimum. Après tout ce que les Palestiniens ont subi, mais il serait inadmissible d'accepter que Gaza continue d'être occupé par Israël, comme cela est exactement le cas aujourd'hui. N'oublions pas que Gaza avait été occupé par les Israéliens. Ça faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque les territoires occupés avant qu'ils ne soient obligés d'abandonner face à la lutte des Palestiniens. Donc ça ramène les Palestiniens vers un passé dans lequel ils ne veulent pas du tout se retrouver. Et qu'est-ce qui pourrait se passer alors en cas d'échec des discussions? C'est la guerre qui va continuer. C'est clair qu'en cas d'échec, le génocide va continuer au niveau de Gaza. La résistance à travers le Hamas va continuer, mais la guerre aura encore, malheureusement, du chemin devant lui. Et après 21 mois de génocide, je crois que c'est le moment de mettre fin à cette guerre. Malheureusement, l'organisme le plus indiqué pour le faire, c'était l'Organisation des Nations Unies. Mais on voit que depuis quelque temps, quels que soient les conflits, c'est comme si l'ONU n'est pas capable de trouver une solution. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.